Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Feu vert pour l'inspecteur West de John Creasey dans une adaptation radiophonique de Geneviève Manseron, avec Henri Guizol dans le rôle de l'inspecteur West, Jean Bollot, Yvonne Clèche, Geneviève Morel, Claude Pieplu, Pierre Olivier, Jean Lagache, Lily Sioux et Henri Labussière. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son Jacques Boisse. Bruitage Jean-René Niclès. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. Mrs. Bray, vous avez l'heure? Ma montre est arrêtée. Il est 9h moins le quart, madame. Moins le quart? Mais c'est affreux. Mes cheveux ne sont pas encore secs, je suis hideuse et je dois conduire Meg à l'école. La pauvre petite sera horriblement en retard. Mais non, madame. J'irai à votre place, tout simplement. Je viens de passer la serpillière dans la cuisine et le reste du ménage peut attendre. D'ailleurs, Meg est prête. Elle a déjà enfilé son manteau et ses gants et elle m'attend dans le vestibule. Mais Mrs. Bray, vous me sidérez. Au nom du ciel, comment avez-vous pu prendre toutes ces initiatives? J'ai fait comme tous les matins, madame. Vous vous lavez les cheveux tous les jours et je les ai jamais vus secs à 9h moins le quart. Une Anglaise qui se respecte... Oh, mais j'ai tort de me fâcher, Mrs. Bray, c'est vous qui avez raison. Je dirais même que vous êtes une perle, un ange. Et je suis sûre que je pourrais faire tout Londres avant de trouver une autre femme de ménage comme vous. Vous êtes trop gentille. Mrs. Marsden, ça va m'aider à vous demander un service. Plutôt m'excuser du dérangement que je risque de vous occasionner. Que se passe-t-il? Eh ben voilà, j'ai pris la liberté de donner votre numéro de téléphone à une personne qui doit m'appeler ici. Mais vous avez très bien fait, j'adore répondre au téléphone. Soyez sûr que si on vous demande pendant que vous êtes sorti, je prendrai le message. Ou je dirais qu'on vous rappelle un peu plus tard. Merci, madame. Vous comprenez, j'aurais pas agi comme ça si ça n'avait pas été une affaire tellement importante seulement. Voyez-vous, c'est au sujet de mon procès. Vous avez un procès? Mais il faudra m'en parler, Mrs. Bray, je pourrais vous donner un conseil. Oh. Mais si, après tout, je ne suis pas aussi cervelée qu'on veut bien le croire. Seulement, il faudrait maintenant que vous partiez conduire Meg. Et je vous en conjure, faites bien attention en traversant. Les automobilistes roulent comme des fous. Vous pouvez compter sur moi, madame. Puis mon procès, j'en sais long sur les accidents de la circulation, allez. Parce qu'il s'agit encore de cette vieille affaire de l'hiver dernier, de cet accident au sujet duquel vous avez été appelée à témoigner, ma bonne Mrs. Bray. Il faut oublier tout cela. Oublier? Je peux pas oublier. Déposer devant la justice, c'est une chose sérieuse, Mrs. Marsden. Pas d'instruction, mais je suis capable de comprendre ça quand même. Mais faudrait surtout pas être responsable d'une erreur judiciaire. Une erreur judiciaire, voyons, Mrs. Bray. Si, madame. Que voulez-vous? Il y a maintenant quelque chose qui me chiffonne au sujet de ce procès. Ben voilà pourquoi j'ai demandé conseil à quelqu'un de compétent et je... Mrs. Bray, je vous propose une chose. Oui? Nous allons discuter très sérieusement de toute cette affaire. Mais d'abord, vous allez accompagner Meg à l'école. Merci, madame. Vous avez raison. Parler me soulagera. Mais en attendant, je me sauve. Meg! Vous avez votre cartable? Venez vite, mon petit, nous allons être en retard. Mes respects, inspecteur West. Et comment va la ravissante Mrs. West? Bien, sergent Parker, merci. Et la non moins ravissante Mrs. Parker? Pas mal. Si ce n'est qu'elle attend depuis 4 ans que nous prenions des vacances. Et qu'elle m'a fait remarquer de plus en plus aigrement qu'il y a toujours une affaire qui démarre au moment précis où nous devons aller passer quelques jours à la campagne. Ah, et il y a une affaire qui démarre aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce dossier que tu promènes comme le Saint-Sacrement? Une sale histoire, hein? Allez, explique, mon vieux. Ce dossier vient de chez le superintendant. Mais en réalité, c'est une affaire classée. Un banal accident de la circulation, une femme de ménage, Mrs. Bray, s'est fait écraser. Et quel est le résultat exact de l'enquête du coroner? Je te l'ai dit. Accident pur et simple. Bon alors, pourquoi est-ce qu'on nous transmet ce dossier à Scotland Yard? Attends, ne t'énerve pas.
La patronne de la femme de ménage est une petite jeune femme chou comme tout qui s'appelle Eunice Marsden. Et qui connaît le superintendant. Et comme tu dis, elle est venue voir ce vieux singe en affirmant qu'il y avait quelque chose de louche dans la mort de sa femme de ménage et que le jury du coroner s'était trompé. Alors, ce cher superintendant a pensé à toi. Naturellement. Qui mieux que le bel inspecteur West peut calmer les jolies femmes? Oh, ça va. Hein. Et comment est-elle? Et où est-elle? Elle est dans la salle d'attente. Ah bon? Pour ce qui est du reste, tu jugeras toi-même. Fais-la entrer. Inspecteur West? Moi-même. Mrs. Marsden, si je ne me trompe. Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Voyons, vous venez me parler de l'accident qui a causé la mort de votre femme de ménage, n'est-ce pas? Ce n'est pas un accident, inspecteur. Ah. Ça ne peut pas en être un. Si vous avez lu la déposition des témoins... Je suis en train, voyez. Alors vous avez dû constater que l'automobiliste a délibérément renversé Mrs. Bray. Il a ralenti devant le passage clouté. Oui. Il a fait signe à la malheureuse de passer. Puis quand Mrs. Bray, qui tenait ma fille par la main, était sur le passage, l'assassin a accéléré brutalement. Oui, en effet, je vois ça. Voyons, Mrs. Marsden, vous aimiez beaucoup votre femme de ménage. Elle était parfaite. Et de plus... De plus? Elle a sauvé la vie de ma fille. Si elle ne l'avait pas poussée en avant au moment où l'hosting de cette brute arrivait, ma pauvre petite Meg serait morte. Ah. Oui. Oui, en effet, c'est ce qui ressort de l'enquête. Et le coroner a d'ailleurs fait l'éloge de Mrs. Bray. Cependant, Mrs. Marsden, pour tuer quelqu'un, il faut une raison, une bonne raison. Or, votre femme de ménage ne laissait ni héritage, ni héritier. De plus, elle était veuve et elle vivait seule. Elle n'avait sûrement pas d'ennemis. Et personne n'avait intérêt à la tuer. J'en suis moins sûr que vous, inspecteur. Ah, que voulez-vous dire? Juste avant de mourir, elle m'avait parlé d'un cas de conscience qui la tourmentait. Un cas de conscience? Oui, il y avait déjà quelque temps que Mrs. Bray n'était plus tout à fait la même. Et combien de temps? Je ne pourrais pas vous le préciser, je n'ai pas de tête. Mais à peu près depuis le moment où elle avait été appelée à témoigner, lors d'un procès. Alors, mon cher Eddie, ces renseignements. J'ai trouvé le dossier. La seule affaire dans laquelle la femme de ménage est déposée comme témoin est un accident d'automobile. Un accident d'automobile? C'est curieux, non? Ça n'a rien de curieux. Je t'en prie, ne te crois pas obligé de faire un de tes miracles de déduction. Hein? Il s'agit d'une coïncidence, voilà tout. Tu veux que je te résume l'affaire? Bah, étant donné que c'est toi qui as le dossier, je préfère. Et puis, ça ne te tuera pas de faire un peu travailler ta matière grise. Oh non, rajoute pas, tu veux. Hein? Non. Bon, ça s'est passé en banlieue, à Liguette, il y a 6 mois. Une dame Farley, 28 ans, est descendue d'un autobus et a traversé la rue sans regarder autour d'elle. Une voiture arrivait, qui n'a pas réussi à l'éviter. La dame Farley a été tuée sur le coup. Et Mrs. Bray était témoin. Je vois. Tu ne vois rien du tout. Mrs. Bray était témoin de la défense. Son témoignage a été sensiblement le même que celui du sergent Atkinson, qui réglait la circulation. La victime était totalement dans son tort. L'accusation d'homicide par imprudence n'a pas été retenue contre l'automobiliste. Le mari de la victime, Jim Farley, qui est pharmacien, n'a pas porté plainte au civil. Il n'a fait aucune déclaration. Comment s'appelait le conducteur? Cunliffe. Cunliffe. Benjamin Cunliffe. Il est directeur d'une clinique ultra chic, 77 Park Row. La voiture était une Rolls. Bon, une Rolls. C'est tout? Non, je t'avais réservé l'élément comique pour la fin. Ah, tant mieux. Figure-toi que le juge devant lequel l'affaire est venue était le conseiller Kit. Ça ne te dit rien, le conseiller Kit? Attends. Kit, non, chez moi je n'ai jamais habité Liguet. Mais tu as sûrement entendu parler d'elle. D'elle? Mais oui. Une femme juge? Mais oui, ce n'est pas un juge, c'est une jugesse. Et elle est également célèbre pour une autre raison. Elle donne toujours raison aux automobilistes et fait la vie dure aux piétons qui ont le malheur de se faire ratatiner par des voitures. C'est tout juste si on n'apporte pas des fleurs aux conducteurs à l'issue de l'audience. Pour elle, les piétons sont des animaux malfaisants et vicieux, toujours en train de chercher des crosses à tout ce qui roule. Oui, j'y suis maintenant. Ça y est, c'est elle qui a fait un scandale de tous les diables au cours d'une réunion organisée par la Ligue pour la défense des piétons. C'est bien ça? Exact. Oui. Et c'est pour lui rendre la monnaie de sa pièce que le révérend Patrick Crosby est venu faire un discours au procès de Cunliffe. Pour lui, ce sont les automobilistes qui sont tous de dangereux assassins. Toujours est-il qu'il a hurlé, vociféré, décrété à la presse que le verdict était une honte et qu'on l'a proprement expulsé. Oui, alors, Cunliffe, le sergent Atkinson, le juge Kitt, le révérend Crosby... Je me demande auquel de ces gens Mrs. Bray s'était adressée.
Et je paierais même cher pour savoir quel était celui qui devait la rappeler au téléphone. Cunliffe, sergent Atkinson, le juge Kitt et le révérend Crosby. Et tu oublies le mari de la victime, Jim Farley. Oh, celui-là semble s'être complètement désintéressé de la situation. Non, je crois que je vais commencer mon enquête par le révérend. Tu me dis qu'il avait déposé au procès, mais en qualité de quoi? La Ligue pour la défense des piétons s'était portée partie civile. Le révérend Crosby. C'est moi-même. Soyez le bienvenu à la Ligue pour la défense des piétons, monsieur. West, Roger West, inspecteur principal à Scotland Yard. Scotland Yard, la police. Ah, la police. Si elle voulait, comme nous pourrions faire du bon travail ensemble. Quand je pense au nombre de contraventions que je dresse mentalement tous les jours... Oui, mon révérend, votre Ligue s'est présentée comme partie civile à un procès à Ligate. Un procès à Ligate, voyons. Ah oui, parfaitement. Oui, je me souviens très bien, oui. L'assassinat d'une malheureuse jeune femme dont le seul crime avait été de vouloir traverser la rue. Oh, ne me parlez pas de ce procès, de cet abominable déni de justice, qui ne m'a d'ailleurs pas surpris de la part du juge Kitt. 2 témoins avaient déposé en faveur de l'automobiliste. 2 témoins, c'est vrai. Oui, laissez-moi retrouver leur nom. Oui, il y avait une certaine Mrs. Bray. Certaine Mrs. Bray et un agent de la circulation, le sergent Atkinson. Ouais. Oui, comme vous n'avez pas manqué de le faire remarquer, ils ont déposé en faveur de l'automobiliste. Seulement, mes exhortations n'ont pas été sans effet, car ces 2 témoins se sont immédiatement inscrits à la Ligue. Mrs. Bray faisait partie de la Ligue. Elle m'a fait la très grande joie d'y entrer, oui, le même jour que le sergent Atkinson. Et M. Cunliffe, le conducteur fautif mais repentant, les a suivis de près. Dites-moi, Mrs. Bray est-elle entrée en contact avec vous ces derniers temps? Non, à vrai dire, je n'ai jamais revu depuis le jour de son inscription, pas plus que le sergent Atkinson d'ailleurs. Mais M. Cunliffe compte parmi les plus assidus de tous nos adhérents. Il se montre en outre parfaitement charmant et d'un commerce extrêmement agréable. À ma place, vous iriez lui demander s'il a eu des nouvelles de Mrs. Bray? Sans aucun doute, et je serais sûr d'être parfaitement reçu. Mr. Cunliffe. C'est bien moi. Ah. À qui ai-je l'honneur? Inspecteur principal West de Scotland Yard. Ouais. Asseyez-vous, inspecteur. Merci. Je suis littéralement débordé de travail, mais je vous accorde quand même quelques secondes. Que puis-je pour vous? Beaucoup. Oui, il est possible que vous puissiez beaucoup. Ah. Mais tout d'abord, il y a un petit détail qui me chiffonne et que j'aimerais que nous réglions avant toute chose. Vous n'êtes pas médecin, si je ne m'abuse. Or, vous occupez les fonctions de directeur de cette clinique? Mais ça, rien ne peut m'en empêcher, inspecteur, ni personne. Faut-il que je vous prouve que je suis parfaitement en règle avec la loi? Non, bien entendu. Je n'ai pas douté une seule seconde de votre bonne foi. D'ailleurs, je ne viens pas vous parler de votre établissement. Alors? Non. Mais d'une certaine Mrs. Bray. Bray? Oui. Est-ce que je connais une Mrs. Bray, voyons? Eh ben non. Non, j'avoue que ce nom ne me dit rien. Serait-elle une de nos malades nouvellement arrivées? La femme dont je vous parle n'est pas malade. Elle est morte. Tiens. Et puisque je vois que vous lisez les journaux, j'estime que vous devriez le savoir. Non, je vous prie de m'excuser, mais vraiment... Vous êtes tout excusé, Mr. Cunliffe. Mais répondez plutôt à ma question. Mrs. Bray est-elle entrée en contact avec vous pendant les jours qui ont précédé sa mort? Je veux dire, vous a-t-elle parlé, mettons, la semaine dernière? Inspecteur, je vous signale que vous êtes en train de me faire perdre mon temps et je vous répète que ce nom de Bray m'est totalement inconnu. Votre mémoire est défectueuse, Mr. Cunliffe. Mais je vais vous aider. Mrs. Bray était la femme qui avait déposé en votre faveur devant la justice de paix à Ligate. Ah, le procès de Ligate, mon accident. Oui, j'y suis maintenant. Quelle pénible affaire. Oui, cette jeune femme, Mrs. Farley, était venue se jeter littéralement sous mes roues. Vous me croirez si vous voulez, mais j'étais tellement navré de ce drame que j'ai même essayé par la suite de joindre son mari, le pharmacien, afin de savoir si je ne pouvais pas lui rendre un service quelconque. Non, mais peine perdue, le malheureux avait quitté l'Angleterre. Et maintenant que je me suis replongé dans ces affreux souvenirs, je me rappelle en effet que la brave personne qui avait assisté à l'accident, qui était venue témoigner, s'appelait Mrs. Bray. Oui. Oh, c'est étrange de voir à quel point on oublie facilement le nom des gens. Étrange me paraît le mot convenable. Maintenant, Mr. Cunliffe, pouvez-vous enfin répondre à ma question? Quelle question? Avez-vous revu Mrs. Bray depuis le procès? Mais il me semble vous avoir déjà affirmé le contraire, inspecteur.
Et cette femme n'a pas cherché à vous joindre? Mais pas le moins du monde, d'ailleurs. Pourquoi l'aurait-elle fait? Votre question est intéressante. Pourquoi l'aurait-elle fait? Peut-être pour vous demander une gratification, pour obtenir la récompense que méritait son aimable témoignage. Non, inspecteur West, je trouve vos insinuations extrêmement déplaisantes. Aussi, je crois bon de vous signaler tout de suite que je ne suis pas sans relation, que je possède des amis très haut placés, que votre superintendant a sa place parmi mes intimes. Le superintendant connaît tout le monde, Mr. Cunliffe. Son métier l'exige. C'est bon, mais je vous aurai toujours mis en garde contre les blâmes que vous ne manquerez pas d'encourir. Et maintenant, je crois que nous ferions bien d'écourter cet entretien. Vous doutez de ma parole, vous estimez que la déposition de Mrs. Bray était dictée par l'intérêt, libre à vous. Cependant, je me permets de vous signaler que cette femme n'était pas mon seul témoin. Le sergent Atkinson pourra vous dire... Oui, j'espère en effet que le sergent Atkinson me dira tout ce qu'il sait de l'affaire. Je l'espère pour vous. Au revoir, inspecteur. À bientôt, Mr. Cunliffe. Bonjour, Eddie. Alors, tu as bien dormi? Si tu avais déjà roupillé dans un fauteuil de l'administration, t'aurais pas le culot de me poser cette question. Si tu crois que ma nuit a été beaucoup plus gaie, toi encore tu peux aller te coucher maintenant. T'as dit qu'il faut que je me prépare à affronter le juge Kitt. Ça va, pas de baratin inutile. Demande-moi de rester et je reste. J'irai me coucher la semaine prochaine, où j'attendrai les vacances. Merci, mon vieux. Tiens, tu veux être un copain? Passe un coup de fil au juge Kitt et demande un rendez-vous pour moi. En attendant, je vais essayer de mettre la main sur le sergent Atkinson. Ce type-là, il faudra que je le cuisine sérieusement. Si tu veux mon avis, ça ne lui fera ni chaud ni froid. Vraiment? Bah, c'est ce qu'on va voir. Tu sais où je peux le trouver à cette heure-ci? À la morgue. Quoi? Non, qu'est-ce que tu racontes, là? Allez, lâche ce téléphone et réponds-moi. Il est... Tout ce qu'il y a de plus mort. Oh. Il a été écrasé cette nuit par une Austin noire qui a pris la fuite. Ça alors? Pour une tuile, c'en est une. Alors, ne pleure pas. Le superintendant te gâte, il te charge de l'enquête. Et moi, je t'ai gardé en réserve le constable Davis, qui a fait les premières constatations. Tu veux le voir? Oui, amène-le. Constable Davis. Entre. Tu es le constable Davis. C'est toi qui as trouvé le corps d'Atkinson? Oui, inspecteur. J'appartiens au service de nuit. Je fais ma ronde dans la division JK, à Totting. Hier, à 22h, je devais me trouver comme tous les soirs au croisement de Field Alley et de Field View pour faire mon rapport au sergent Atkinson. Au moment où j'arrivais au croisement, j'ai tout d'abord entendu une voiture qui démarrait plein gaz. Et puis, un choc sourd. Alors j'ai sifflé et j'ai couru dans la direction du bruit. J'ai vu arriver une Austin noire qui avait l'air d'être conduite par un fou. Ah mais attention, un fou qui savait conduire. L'Austin a viré à angle droit et a foncé dans Field View. Pendant tout ce temps-là, je sifflais comme un perdu, mais le type s'en fichait pas mal. C'est quand il a été parti que j'ai trouvé le sergent Atkinson. Et il était pas beau à voir, je vous prie de le croire. Atkinson est mort sur le coup? Oui, inspecteur. Sa tête... Enfin, vous pourrez lire le rapport d'autopsie. Tu as relevé le numéro d'immatriculation de l'Austin? J'ai fait mieux, inspecteur. J'ai retrouvé la voiture. Non. Oh, tu te fiches de moi. Je vous assure bien que non, inspecteur. Mais voyez-vous, j'ai eu l'idée d'aller jeter un coup d'œil dans un parking de voitures d'occasion du secteur et à s'y trouver. Très bien. Et tu es bien sûr qu'il s'agit de la même bagnole? Sûr et certain, inspecteur. L'aile gauche était cabossée et il y avait du sang sur le pare-choc. Des empreintes digitales? Non, inspecteur. Ouais. Mais par contre, 2 jeux de plaques d'immatriculation. Toutes 2 fausses. Ouais. Eh ben, c'est bien, Davis, merci. Tu peux disposer. Merci. Quelle fichue histoire. Et dis-moi, Eddie, tu connaissais Atkinson? Quel genre de type était-ce? Style cabochard et ambitieux, mais qui ne faisait pas le poids. Toujours en train de râler parce qu'il montait pas assez vite en grade. Il avait fait un petit héritage dernièrement. Il parlait sérieusement de quitter la police. Un héritage? Oui. Écoute, Eddie, tu vas vérifier immédiatement cette histoire d'héritage. Mais qu'est-ce que tu es encore en train d'échafauder? Un policier qui hérite et qui parle de quitter le métier? Ça me paraît louche, ça. Allez, file me chercher des renseignements là-dessus. Et par la même occasion, demande donc au service des passeports pour quel pays est parti Jim Farley, le mari de la fille qui a été écrasée à Liggett. Si toutefois, il est vraiment parti. Ah, je vois ce que tu as dans le crâne. Tu crois que c'est le mari qui bousille tout le monde, histoire de venger sa bien-aimée? Drôlement romanesque, ton pharmacien. Tu réfléchiras quand tu auras fait ce que je t'ai dit. Allez, et ne perds pas une seconde. Au besoin, alerte Interpol pour savoir ce que Stubbs est devenu. Moi, je pars pour Liggett. Il est grand temps que je rencontre le fameux juge Kitt.
tasse de thé, inspecteur? Non, merci beaucoup, Mrs. Kitt. Non, je... Voyez-vous, inspecteur West, en tant que juge de paix, je suis toujours heureuse de prendre contact avec un membre de la police. Et à Scotland Yard, vous êtes comme les autres. Toute votre éducation reste à faire en matière de circulation routière. Mais si, ne dites pas le contraire. Tous autant que vous êtes, vous prenez l'automobiliste pour la vache à lait de l'État. Si par hasard il arrive à un malheureux conducteur de bousculer un peu un piéton qui cherche à se suicider ou un cycliste qui se prend pour un acrobate de cirque, vous foncez immédiatement tête baissée, sans réfléchir. Et c'est précisément d'un accident de la circulation que je voulais vous entretenir, Mrs. Kitt. Celui qui s'est produit à Leakgate et dont le responsable a été traduit devant votre tribunal. Vous voyez, non? Non, je veux parler de l'accident qui a causé la mort d'Evelyn Farley. Il était inutile de me couper la parole pour cela, inspecteur. Pardon. J'en serais venu tout naturellement aborder l'affaire Farley, qui est une démonstration parfaite de ce que j'étais en train de vous dire. Même ce vieux polichinelle de révérend Crosby en aurait convenu s'il n'était pas complètement obsédé. 2 témoins ont déposé pour la défense, n'est-ce pas? Oui. Un sergent de police qui, pour une fois, avait les yeux en face des trous. Et une femme de ménage, une certaine Mrs. Bray. Oui. Pourquoi cette question? Eh bien, tout simplement pour amener celle-ci. Mrs. Bray a-t-elle essayé récemment d'entrer en rapport avec vous? Oui. Elle vous a téléphoné? Certainement. Pourquoi cette excitation? Peu importe. Que voulait-elle vous dire? Je n'en sais rien. Elle m'a demandé un rendez-vous. Comme je ne pouvais pas le lui fixer immédiatement, elle m'a supplié de la rappeler chez son employeur, c'est tout. Si j'avais vu cette femme, je pourrais sans doute vous en dire plus long. Mrs. Kitt, vous avez appris que Mrs. Bray était morte, n'est-ce pas? Il m'arrive de lire les journaux, inspecteur. Et il ne vous est pas venu à l'idée d'entrer en contact avec la police? Dois-je vous rappeler, inspecteur, que je suis magistrat et que j'ai l'habitude qu'on me parle sur un autre ton? Mrs. Kitt, il se trouve que l'accident qui a causé la mort de la femme de ménage est tout ce qu'il y a de plus suspect. On peut même aller jusqu'à parler d'homicide délibéré. Voulez-vous en venir, inspecteur? À ceci. Je crains que Mrs. Bray n'ait fait un faux témoignage au cours de ce procès, ou qu'elle n'ait eu depuis lors des raisons de douter du bien fondé de sa déposition. Mais enfin, c'est impossible, inspecteur. L'affaire Farley est parfaitement limpide. D'ailleurs, la déclaration de Mrs. Bray était confirmée en tout point par celle d'un de vos collègues, le sergent Atkinson. Précisément. Et c'est là que les choses se gâtent. Le sergent Atkinson a été écrasé la nuit dernière par une Austin noire qui a pris la fuite. C'est pas vrai. Je n'ai pas l'habitude d'inventer ce genre d'histoire. C'est horrible. Mais alors... Mais non. Mrs. Kitt, qu'aviez-vous pensé de Jim Farley, le mari de la victime? Le pharmacien? Oui. C'était un petit homme chauve, parfaitement insignifiant, et qui n'a pas desserré les dents. Bien. Revenons maintenant au coup de téléphone de Mrs. Bray. Vous m'affirmez que la malheureuse ne vous a pas dit à quel sujet elle désirait vous parler? Elle m'a fait entendre vaguement qu'elle avait des remords de conscience, qu'elle était troublée. C'est tout. Oui, c'est tout. Vous en êtes sûr? Bien sûr? Inutile de me bousculer et de me traiter comme une prévenue, inspecteur. Je vais... Oui, je vais réfléchir. Et je vous appellerai demain matin à Scotland Yard. Vous croyez cette tactique raisonnable? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je décide d'agir ainsi. À demain, inspecteur. Bon. Allô? Quoi? Oh, non, mais vous fichez du monde. Appelez à une heure pareille. Allô? Mais qui est à l'appareil? Qui? Le juge Kitt. Non, je n'entends rien parler plus fort, bon sang. Le juge Kitt. Ah, le juge Kitt. Et c'est à cette heure-ci que vous avez fini de réfléchir? Ben, vous en avez de bonnes, vous. Alors, que décidez-vous? De cracher le morceau ou de continuer à faire croire que vous ne savez rien? Je vais tout vous dire, inspecteur. Mrs. Bray m'a expliqué au téléphone que... Allô? 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 Mais bon Dieu, mais... Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, là... Allô?
C'est Scotland Yard? Inspecteur West à l'appareil. Comment l'heure qu'il est? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, l'heure qu'il est? Envoyez-moi une voiture, immédiatement. Destination, Leagate. Inspecteur West, au rapport chez le superintendant. Ça va, Eddie, hein, arrête de faire le clown. Je sors de chez le superintendant. J'y suis allé directement en revenant de Leagate. Alors, la jugesse Kit a rendu son âme à Dieu, est-ce qu'il paraît? Non, mais elle n'en vaut guère mieux. Elle est dans le coma. Il est impossible de l'interroger. Tiens, c'est bizarre. S'il s'agit du même assassin, il a changé de procédé. Après tout, c'est peut-être parce qu'il n'a plus son Austin. Je n'en sais rien. Franchement, je ne te trouve pas gai ce matin. Ce n'est quand même pas l'état de ce vieux crocodile qui t'impressionne à ce point-là. Au fait, avec quoi s'est-elle fait descendre? Chaîne de bicyclette. Ouais. Pas d'empreinte? Pas une seule dans toute la pièce. À part celle de la victime, bien entendu. On a vérifié argent, bijoux? Il ne manque rien? Ah, parce que tu crois que la juge Kit avait des bijoux? Bon, non. C'était le genre de femme qui hypothéquait sa maison pour payer le loyer des pauvres bougres du quartier. Tiens. Non, Eddie, non. L'assassin du vieux crocodile, comme tu dis, n'était pas un cambrioleur. L'arme du crime a changé, mais c'est la même affaire qui continue. Et je commence à en avoir jusque-là de cette affaire, moi, tu sais. Au fait, as-tu vérifié les alibis que je t'ai demandé? Mais naturellement. Ah. Et tu vas être déçu. Le révérend Crosby présidait une réunion de sa Ligue des piétons. Il a terminé sa soirée au commissariat après une bagarre, comme d'habitude. Quant à Benjamin Cunliffe, il assistait à un banquet d'anciens combattants. Il n'a pas quitté la salle avant minuit, heure à laquelle ses vieux copains l'ont reconduit jusque chez lui. Je vois. Tu ne trouves pas ces alibis trop beaux? D'une certaine manière, si. Seulement, on ne peut tout de même pas accuser 50 anciens combattants plus un commissariat de police tout entier de vouloir couvrir des criminels. Évidemment. En ce qui concerne le veuf, je veux dire le pharmacien Jim Farley. Oui. Eh bien. Le service des passeports affirme qu'il a effectivement quitté l'Angleterre après la mort de sa femme, mais qu'il n'est pas rentré. J'ai eu aussi un premier rapport d'Interpol. À leur avis, ce type a franchi le rideau de fer pour passer en Allemagne de l'Est. Pas mal, non? On dirait que tu bois du petit lait chaque fois que les choses vont vraiment mal. Oh, tu exagères. Et j'avoue pourtant que ça ne me déplaît pas. Que le bel inspecteur West, la merveille de Scotland Yard, se casse la gueule de temps en temps comme tout le monde. Et si c'était ta gueule à toi que je cassais, hein? Oh, là, ça ne manquerait vraiment trop de dignité, Roger. Non, mais sans blague. J'avoue que tu as eu raison sur un point. Tout de même. Eh oui. Nous avons cuisiné la femme d'Atkinson. Ah. Eh bien, figure-toi que son mari ne lui avait jamais parlé d'héritage. Tiens. Il lui avait raconté qu'il avait gagné un beau tiercé aux courses l'hiver dernier. On a fait la tournée des boucs. On n'a jamais pris un pari pour Atkinson. Donc ce salaud a touché la grosse somme juste au moment de l'accident causé par Cunliffe, hein? Ça fait rêver, hein? D'autant que nous avons reçu un rapport d'une banque de Kensington. Et alors? La femme de ménage avait ouvert un compte peu après l'accident. Oh, il n'y avait pas grand-chose, tout juste 50 livres. Mais ça aussi, ça fait rêver, hein? Je vais aller interroger sérieusement ce monsieur Cunliffe. Ne t'emballe pas, tu lui tireras les verres du nez plus tard. Pour le moment, tu as une visite. Qui? Un certain Norman Merridew qui t'attend depuis des heures. Norman Merridew? Oui. Ce nom-là me dit quelque chose. C'est un avocat, non? Exact. C'est un témoin pour notre affaire? Ah, va savoir. Maintenant, chaque fois qu'un type manque de se faire écraser par une Austin, on nous l'envoie. Je crois être sain d'esprit, inspecteur West. Et si je vous affirme que je n'ai pas été victime d'un banal accident, mais plutôt d'une tentative d'assassinat, il faut me croire. Enfin, ma femme a tout vu de sa fenêtre et elle pourra confirmer mes dires. Mais je suis prêt à vous croire, maître. Alors, racontez-moi seulement comment les choses se sont passées. Oui, eh bien voilà. Ce matin, je suis sorti de chez moi à 9h, comme tous les jours d'ailleurs, afin de me rendre à mon étude. Je ne prête jamais beaucoup d'attention au spectacle de la rue, et pourtant mon regard était attiré par une Austin noire. Elle était rangée au bord du trottoir à 10 mètres de ma porte. Vous êtes bien sûr que c'était une Austin? Ah, mais je l'ai très bien vue. Le conducteur lisait son journal. Je me suis dit que c'était un drôle d'endroit et une heure curieuse pour lire le journal, mais après tout, ça ne me regardait pas. J'avais d'autres soucis en tête et je n'y ai plus pensé. Alors, j'ai commencé à traverser la rue, et quand... quoi? C'est à peine croyable, inspecteur. L'Austin a démarré brutalement dans mon dos. Vous l'avez donc entendu approcher? Quelle a été votre réaction?
Rien ne pouvait me faire penser que le chauffeur de l'Austin en voulait à ma vie. Ma réaction, je crois, a été celle de n'importe quel piéton. J'ai pressé le pas. Seulement, en l'occurrence, cette précaution n'aurait pas été suffisante. Et si je n'avais pas entendu les hurlements de ma femme, si je ne m'étais pas littéralement jeté en avant, la voiture me serait passée sur le corps. Vous êtes cependant blessé. Oui, inspecteur, très superficiellement. Vous avez des témoins de votre accident? Eh non. Ma femme ne pouvant témoigner, je n'en possède aucun, inspecteur. Lorsque les gens alertés par les cris de ma femme sont arrivés, pensaient que la voiture était déjà loin. Oui. Voyons, réfléchissez. Oui. Réfléchissez bien. Hein. Connaissez-vous quelqu'un qui vous veuille du mal? Franchement, non. Je suis avocat. Mes seuls adversaires sont le ministère public et votre Scotland Yard. Je ne vais pas jusqu'à croire que vous me feriez assassiner pour m'empêcher de vous arracher des accusés. Oui, ça vous avez raison, ce n'est pas précisément notre genre. Mais en dehors de votre étude et de vos tribunaux... Non, j'ai bien pensé à quelque chose, mais ça ne tient pas debout. Mais dites toujours. Eh bien, je viens de rédiger le rapport d'une commission officielle chargée d'enquêter sur le trafic de la drogue. Et c'était d'ailleurs très instructif. J'ai appris un tas de choses que j'ignorais. Et j'ai même été amené à visiter des maisons de cure. Et vous pensez qu'on pourrait vouloir vous empêcher de publier ce rapport? Eh ben non, justement. Et c'est ce qui rend cette supposition idiote. Le rapport en question est déjà entre les mains d'une douzaine de personnalités. Alors, ma mort ne changerait donc rien à l'affaire. Bon. Eh bien, c'est parfait, maître Meridiu. Je vais vous confier au sergent Parker qui va prendre votre déposition. Nous allons enquêter et je vous tiendrai au courant. Dites-moi, le sergent Parker, c'est ce policier qui m'a reçu tout à l'heure? Oui, c'est ça. Il m'avait dit d'attendre en m'expliquant que vous étiez à Liguette. Écoutez, pardonnez-moi mon indiscrétion, inspecteur, mais n'était-ce pas pour enquêter sur l'agression dont le juge Kitt a été victime? En effet. Et pourquoi cette question? Ou pour rien. Mais quand vous prendrez le salaud qui a attaqué cette femme, eh bien, je tiens à vous assurer que je ne travaillerai pas pour la défense. Dites-moi, Meridiu, vous connaissiez le juge Kitt? Oui, j'ai fait sa connaissance il y a environ 6 mois, à propos d'une affaire que j'ai plaidée devant elle. Affaire banale, d'ailleurs, il s'agissait d'un accident d'automobile. Mais qu'y a-t-il, inspecteur? Non. Je voulais savoir, vous parlez de l'affaire Farley, n'est-ce pas? Et je crois effectivement me rappeler que la victime s'appelait Farley, mais pourquoi c'est... Écoutez-moi bien, Meridiu. Avez-vous revu le juge? Non. Ou les témoins? Non. Et Jim Farley, le mari de la victime? Non, inspecteur, j'ai seulement revu mon client, Benjamin Cunliffe. À quelle occasion? Faites attention, Meridiu, c'est très grave. Eh bien, je vous ai dit que pour rédiger mon rapport sur la drogue, j'ai dû visiter des établissements spécialisés dans les cures de désintoxication. Oui. La clinique de Cunliffe se trouvait dans le nombre. Benjamin Cunliffe m'a reçu très aimablement, d'ailleurs, et j'ai visité la maison en compagnie d'un médecin. Et Cunliffe ne vous a jamais parlé de son procès? Non. Pourquoi l'aurait-il fait? C'était une affaire classée. Oui, bien sûr. Mais dites-moi, Meridiu, vous vous souvenez des 2 témoins qui ont déposé pour lui? La femme de ménage et le sergent de police? Oui. Eh bien, je voudrais savoir une chose. Par qui avait-il été amené? Mais par Cunliffe lui-même. Il avait relevé leur nom sur les lieux mêmes de l'accident. Je n'ai pas besoin de vous expliquer comment ça se passe. Et vous n'avez jamais mis leur sincérité en doute? Mais jamais, inspecteur. Je ne sais pas pour quelle sorte d'avocat marron vous me prenez, mais je n'apprécie pas du tout votre dernière question. Non, Meridiu, ne vous énervez pas, voyons. Non, mais si je suis un peu agressif, c'est que j'ai peur. Oui, pas pour moi, non, rassurez-vous, non, mais pour vous. Pour moi? Oui, pour vous. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de filer, de vous barricader chez vous et de n'en pas bouger. Ah bon? Dès que je saurai quelque chose, je vous contacterai. Très bien, inspecteur. Allez, faites ce que je vous dis et tout va s'arranger. Au revoir, Meridiu. Au revoir, inspecteur, et merci. Hey, Eddie. Hey, arrive vite. J'ai besoin de toi. Oh, inutile de me faire un topo, j'ai tout entendu. Ah bon? Ça ne fait rien, c'est quand même bizarre que ce Cunliffe qui n'avait qu'à se tenir peinard se mette à bousiller son avocat et ses témoins, non? Alors, dis-moi tout. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'arrêter? Non, je donne seulement des ordres pour qu'on surveille les abords de la clinique. On verra plus tard pour le reste. Quant à toi, tu m'accompagnes chez le révérend Crosby. Pourquoi faire? Imagine-toi que Cunliffe est un monsieur perpétuellement pressé, oui. Un type qui n'a pas 2 secondes à consacrer à qui que ce soit. Alors, ça m'intéresserait bougrement de connaître la raison qui le pousse à perdre les 3/4 de son temps dans les locaux de la Ligue pour la défense des piétons. Pigé?
inspecteur West, quelle joie de vous voir. Entrez, entrez. Non, pas ici. Allons dans la salle de réunion de la Ligue. Tenez, si vous voulez bien me suivre là. C'est très bien, voyez, ça vient d'être peint, c'est tout à fait parfait. Votre visite m'enchante, littéralement, inspecteur. Car vous venez signer votre adhésion, n'est-ce pas? Votre ami aussi, à n'en pas douter, je lis en effet la même détermination sur son visage. Mais asseyez-vous. Merci, mon révérend, merci. Seulement, j'aime autant vous annoncer tout de suite que le but de notre visite n'est pas du tout celui que vous imaginez. Ah non, le sergent Parker et moi ne désirons pas le moins du monde faire partie de votre ligue. Tout au plus, voulons-nous parler de vos adhérents? Quel dommage. Mais je suis cependant à votre disposition pour vous renseigner, inspecteur. Vous m'avez dit l'autre jour que Benjamin Cunliffe était devenu membre de votre organisation, n'est-ce pas? Cunliffe donne un exemple extraordinaire d'assiduité et de dévouement. Non seulement il paie sa personne, inspecteur, mais il recrute pour moi des auxiliaires précieux qui me soulagent beaucoup en assurant des permanences ici au siège et en tenant le fichier à ma place. Et ça ne vous a jamais paru étrange? Étrange? Je ne vois pas ce qu'on pourrait trouver d'étrange dans la conversion d'un honnête homme qui, ayant causé la mort d'une femme, s'emploie maintenant à combattre les engins de mort. Cependant, inspecteur, si quelque chose devait me paraître étrange, ce serait bien la conduite actuelle de votre sergent. Donc, ah oui, Parker fouille les tiroirs, là. Bon, vous savez, c'est une sorte de manie chez lui. Il n'y a absolument rien à faire là. Ah, je m'insurge. Attention, monsieur Connery, je vous en supplie, ne le faites pas, voyons. Et autorisez-moi plutôt à consulter tranquillement votre fichier. Il n'en est pas question, inspecteur, ce fichier est confidentiel. Vous préférez que je sorte un mandat de perquisition? Bon, enfin, voici mes clés. Ah, merci. Le fichier inférieur contient les noms des 8000 donateurs, le fichier supérieur les noms des membres actifs. Dites-moi, il doit pas être bien difficile à tenir, votre fichier. Il est vide. Vide? Non, c'est pas possible. Regardez. Qu'avez-vous fait de mes fiches? Où les avez-vous mises? Car c'est vous qui les avez volées. Alors, révérend, un peu de sang-froid. Ah oui, je m'égare, mais voyez-vous, c'est une perte irréparable pour notre organisation, inspecteur. Ces fiches représentaient des années d'efforts. Songez donc tous les noms de nos adhérents et leurs adresses. Dis-moi, Roger, je m'excuse d'interrompre votre duo, mais regarde un peu ce que j'ai déniché. Bon sang. Et où as-tu trouvé ça? Dans le bas de ce placard, derrière les piles de disques et des raquettes de ping-pong. Pas bête comme système, hein? Et la porte n'était même pas fermée à clé. Révérend. Oui. Voulez-vous approcher un petit peu? Tenez, vous voyez cette boîte? Naturellement. Pouvez-vous me dire à quoi sert la poudre blanche qui se trouve à l'intérieur? Vous trouvez le moment bien choisi pour poser des questions idiotes? Ma question est embarrassante, révérend. Je n'en disconviens pas. Mais je ne la crois pas idiote. Pour la dernière fois, savez-vous ce que c'est que cette poudre blanche? Ben bien sûr. Les jeunes gens qui viennent à nos réunions aiment danser, et la stéatite sert à rendre les parquets plus glissants. Vous n'avez jamais entendu parler de la stéatite? Et vous, révérend Crosby, avez-vous jamais entendu parler de la cocaïne? Vous êtes fou! Eddie, téléphone à Scotland Yard. Combattre le révérend sous surveillance et qu'on établisse une commissaire ici. Dis donc, avec les barrages de police que tu as déjà organisés autour de la clinique de Cunliffe, ça va faire beaucoup de monde dehors. Tu crois pas que le superintendant va râler? Je l'ai vu, le super, il m'a donné le feu vert. Alors je t'assure qu'on peut foncer sans perdre une minute. Non, mais vous... D'accord, quelle direction? Nous allons chez l'avocat. L'avocat? Comment? Mais oui, chez Norman Merridew. Non, allez, on... Préparez-vous à me suivre, Merridew. J'ai besoin de vous. Vous me donnez froid dans le dos, inspecteur. Quand la police a besoin de vous... Vous avez la conscience tranquille, hein? Oui ou non? Oui, évidemment, mais... Alors, rassurez-vous, je veux simplement vous utiliser pour une confrontation. Une confrontation? Oui, vous verrez tout à l'heure. Dites-moi, pas de nouvel incident depuis votre visite à Scotland Yard? Et non, sauf toutefois la présence d'un type qui fait les 100 pas devant la maison et qui surveille nos fenêtres. Mais je suppose que c'est un homme à vous? Vous ne vous trompez pas. Et tout cela pour l'affaire Farley? Parce que vous persistez à penser qu'il y a quelque chose de louche dans cet accident. Ce n'était pas un accident, Merridew, mais un assassinat délibéré. Seulement, voyez-vous, l'arme utilisée pour le crime a détourné mon attention du véritable sens de l'affaire. J'ai pensé voiture alors qu'il fallait penser drogue. Alors, mon rapport... La drogue était à tous les tournants de l'enquête. Cunliffe dirige une clinique où l'on soigne les désintoxiqués. Farley était pharmacien
Et vous étiez en train de faire une enquête sur la drogue. Eh oui. Comprenez-vous? Oui. Et lorsqu'on fouille chez le révérend Crosby, qu'est-ce qu'on trouve? Une boîte pleine de cocaïne. Comment, vous voulez dire que le révérend se droguait, qu'il distribuait de la neige? Non, bien sûr. Le pauvre n'était pour rien dans la combine. Il servait sans s'en rendre compte de couverture à un groupe de revendeurs. Oui, et c'est lui que nous allons voir. Non, je vous emmène à la clinique de Cunliffe. Je vais faire défiler le personnel devant vous et vous me direz si vous reconnaissez quelqu'un. Alors là, je ne comprends pas, inspecteur. Moi, je ne peux pas vous en expliquer davantage pour le moment. En fait, j'ai tout juste une petite idée qui me trotte dans la tête. Et une petite idée qui n'est peut-être pas bête du tout. Une des fameuses intuitions de l'inspecteur West. En toute modestie, je préfère qu'on dise déduction. Non, mais enfin... Non, pas d'histoire, Cunliffe. Tout ce que je vous demande, c'est de vous placer ici, là, et de me nommer les membres de votre personnel à mesure qu'ils défileront devant moi. Simple identification. Simple identification. Alors que fait ici Norman Meradio? Vous êtes injuste avec moi, Cunliffe. Je pensais franchement que vous seriez plutôt rassuré par la présence de votre avocat. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du grabuge, West. Un des infirmiers a essayé de filer par les toits, nous l'avons rattrapé sur le palier du 4e. Il s'est débattu et il est passé par-dessus la rampe. Il est mort? Plutôt 2 fois qu'une. C'est moche. Je préviens l'ambulance. Attends une minute, je veux voir le corps. Vous venez, Meradio? Quant à vous, Cunliffe, marchez devant. Ouais. Voilà. Bon Dieu, mais je le reconnais. Pas un mot, Meradio. Cunliffe, qui est cet homme? C'est un de mes infirmiers. Un nommé Sheldon. Qu'est-ce que vous en pensez, Meradio? Il avait teint sa moustache et il portait une perruque, mais il n'y a aucun doute. C'est bien lui, le pharmacien Jim Farley. Et qu'avez-vous à dire, Cunliffe? Que vous pouvez sortir vos menottes, West. Je suis assez beau joueur pour m'avouer battu. Benjamin Cunliffe, je vous accuse des meurtres d'Evelyn Farley, de Mrs. Bray et du sergent Atkinson, ainsi que d'une tentative d'homicide sur la personne de Norman Meradio. Je vous préviens que dorénavant, toutes vos déclarations seront notées et qu'elles pourront être retenues contre vous. Ne vous fatiguez pas, West, je connais la musique. Cependant, je tiens à signaler immédiatement que ce n'est pas moi qui ai frappé le juge Kitt à coups de chaîne de bicyclette et qu'il est raté. Laissons à Farley la responsabilité de ses maladresses. Je ne vous en accuse pas non plus. Mais commençons par tirer au clair les raisons de la mort d'Evelyn Farley. Elle allait nous dénoncer à la police, son mari et moi. La découverte de notre trafic de drogue, trafic dont elle vivait largement depuis des années, avait consterné sa petite âme bourgeoise. Il fallait lui fermer la bouche et il fallait aussi que Farley disparaisse. Nous ne savions pas si Evelyn n'avait pas bavardé dans son entourage. D'où l'accident de Ligate. Nous avons choisi Ligate parce que nous savions que le juge Kitt était toujours disposé à donner raison aux automobilistes. Farley a fixé rendez-vous à sa femme. Lorsqu'elle est sortie de l'autobus, je lui ai passé sur le corps. Ensuite, il n'était pas trop difficile d'acheter 2 témoins. 50 livres ont suffi pour la femme de ménage. Et le sergent nous a coûté plus cher. Mais tout ça s'est trouvé amplement compensé par notre rencontre avec le révérend Crosby. C'est vous qui avez eu l'idée d'utiliser la Ligue comme centre de distribution? Avouez que nous avons donné à cette brave Ligue une ampleur et une popularité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Je n'aime ni votre ton ni votre attitude, Cunliffe. Eh ben tant pis. Je ne crois pas non plus que votre arrogance vous serve lorsque vous vous présenterez devant les juges. Au point où j'en suis. Ça, c'est vrai. Encore un point à préciser, Cunliffe. Pourquoi avoir tué Mrs. Bray? Celle-là, alors je regrette pas sa mort. C'est ce vieux chameau qui a fait échouer toute la combine, qui aurait pu croire qu'une femme de ménage se ferait un tel fétiche de la justice anglaise. Que s'est-il passé exactement? La vieille Bray a été prise de je ne sais quel scrupule. Elle a imaginé de venir me voir ici à la clinique, elle voulait me rendre mes 50 livres. Et pour comble de malheur, elle tombe sur Farley. Elle le reconnaît immédiatement et trouve sa présence ici sous un faux nom bizarre. Elle veut aller parler au juge Kitt, je lui fais des discours, je la calme, et 2 jours après, je vois débarquer Meradio, qui visite la clinique en prétextant qu'il travaillait à je ne sais quel rapport. Vous en avez conclu que Mrs. Bray lui avait parlé? Évidemment. Ouais. J'avoue, je me suis affolé, et Farley encore plus que moi. Nous avons cru à un piège. Une opération montée avec la complicité de la police, il fallait supprimer nos faux témoins et faire taire le juge. L'avocat aussi était dangereux pour nous. Et puis, il faut bien le dire, nous avons un peu perdu la tête. Oui. Sans cela, vous n'auriez pas tué un sergent de la police. C'est un des rares crimes qui entraîne encore la peine de mort en Angleterre. Vous êtes beau joueur, m'avez-vous dit? Possible, Cunliffe. Mais nous verrons si c'est toujours vrai quand arrivera pour vous le moment de la petite promenade de 9 heures du matin.
Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. La chasse au trésor pourrait être considérée comme un sujet en or pour les auteurs de romans policiers et de romans d'aventure. C'est à coup sûr un moyen d'évasion dont les sédentaires se régaleront jusqu'à leur dernier soupir. Et c'est pourquoi le point de départ du roman de M. et Chabert, qui porte un titre insolite, Des grenouilles dans le corbillard, et que publie la série Noire, retient d'emblée l'intérêt du lecteur. On y voit le directeur d'une compagnie d'assurance très importante envoyer à la Nouvelle-Orléans l'enquêteur Milo March. Il s'agit de savoir si 2 des clients de la compagnie, lourdement assurés, il va sans dire, ont véritablement péri et si le 3e homme parti avec eux a joué un rôle quelconque dans leur mort. En fait, sur la foi d'une carte trouvée dans un vieux coffre, les 3 hommes ont gagné au large de la Nouvelle-Orléans un îlot marécageux où le corsaire Jean Lafitte ou tout autre de ses congénères aurait jadis enseveli son copieux butin. Ces 3 hommes ne sont d'ailleurs plus des collégiens depuis longtemps, mais des hommes d'affaires ayant pignon sur rue, ce qui prouve bien que le mythe du trésor caché bercera toujours l'humanité souffrante. Mais, arrivé à destination, et grâce à une reconstitution de l'équipée tragique, dont seul un homme sur 3 est revenu, Milo March trébuche sur un indice qui est celui d'une affaire de stupéfiants admirablement ingénieuse. Comment la drogue, en l'espèce l'héroïne, amenée d'Italie, est-elle débarquée en Louisiane malgré la surveillance de la police? Sous quelle forme? Qui la recueille? Où? Et qui la distribue? Un second roman se greffe ainsi sur le premier, auquel il est singulièrement mêlé. Peut-être souhaiterait-on que certains personnages ne fussent pas aussi conventionnels, à commencer par Milo March, en lequel on retrouve beaucoup de traits de l'enquêteur classique, insolent, brave, buveur de whisky et facilement séduit par des vampes de haut vol. On souhaiterait aussi que le fil conducteur de l'enquête ne donnât pas par moments l'impression d'être du fil blanc. Mais ceci dit, le roman, avec sa double intrigue, se lit avec agrément et les dernières pages témoignent d'une sobriété dans le drame qui n'est pas dépourvue de grandeur. Des grenouilles dans le corbillard, par M. et Chabert, est publié dans la collection Série Noire Gallimard. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. La Bête à l'affût est un film tiré d'un roman américain intitulé Forest of the Night. C'est l'histoire d'une femme jeune, riche et de très bonne société qu'un concours de circonstances amène à héberger un prisonnier évadé qui lui raconte avoir été victime d'une erreur judiciaire. En réalité, ce ne sont pas tellement les circonstances qui amènent cette jolie dame, c'est Françoise Arnould, à héberger le prisonnier, c'est Henri Vidal, mais plutôt la forte impression que fait sur elle ce beau garçon viril et séduisant qui entre dans sa vie par la fenêtre et va bientôt s'imposer comme l'amour de sa vie. Nous n'en dirons pas plus long pour ne pas déflorer les surprises, très relatives d'ailleurs, que la suite du récit ménage au spectateur. À vrai dire, le suspense annoncé à l'extérieur est un peu mou. Pierre Chenal, qui a mis en scène, a fait honnêtement son travail, mais le scénario qu'il avait entre les mains lui permettait difficilement de réaliser un chef-d'œuvre. Le manque d'imagination de l'auteur est flagrant et l'on ne peut pas dire que les adaptateurs aient montré eux non plus beaucoup d'invention dans la mise en image, même sur le papier, de cette histoire. À la fin, on a pourtant voulu faire du cinéma. La dernière séquence du film se passe dans un phare. Beau décor photogénique, bien sûr, avec la lanterne qui tourne, l'escalier en colimaçon, les vues plongeantes. Ce genre de morceau de bravoure a été beaucoup vu au cinéma et Jean Grémillon, dans Gardien de phare, avait su utiliser déjà la beauté plastique des phares et des feux tournants. Or, Gardien de phare, dont le scénario, disons-le en passant, était de Jacques Feder, Gardien de phare est de 1929, il y a 30 ans. Henri Vidal et Michel Piccoli dans La Bête à l'affût sont bien, Gabi Silvia aussi, mais Françoise Arnould dans ce rôle de jeune femme bienfaitrice des œuvres charitables de la police semble moins juste, moins à son affaire que d'habitude. Sans doute ce personnage ne l'inspirait guère, on ne saurait vraiment pas le lui reprocher. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir
Feu vert pour l'inspecteur West de John Creasey dans une adaptation radiophonique de Geneviève Manseron, avec Henri Guizol dans le rôle de l'inspecteur West, Jean Bollot, Yvonne Clèche, Geneviève Morel, Claude Pieplu, Pierre Olivier, Jean Lagache, Lily Sioux et Henri Labussière. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent, prise de son Jacques Boisse, bruitage Jean-René Niclès, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard.